Bonsoir à tous. À la une de ce journal, de gros nuages d'incertitude planent sur la rentrée scolaire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, redoutant ce climat d'insécurité et de risque de tension. De nombreux parents désertent le chaudron de la crise anglophone pour inscrire leurs enfants dans les établissements scolaires installés dans la ville de Douala. Et sur le théâtre de cette crise sociopolitique anglophone, l'annonce du renforcement du dispositif sécuritaire et la visite du travail et la visite de travail du ministre de l'Enseignement secondaire sont-elles suffisantes pour garantir l'effectivité de la prochaine année scolaire dans les régions anglophones? C'est le dossier de ce journal. Et une atmosphère quelque peu tendue règne parmi les employés de la Fédération camerounaise de football, seuls autorisés à travailler depuis l'annonce de la décision de la FIFA, laquelle met sur pied un comité de normalisation au sein de la Fédération camerounaise de football. Les bureaux du président et du comité exécutif déchu sont fermés jusqu'ici. On fera également le point sur l'ambiance qui règne dans la tanière des Lions indomptables à quelques jours de la confrontation contre le Nigeria. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Après une année scolaire catastrophique dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, de nombreux parents et leurs enfants désertent le chaudron de la crise anglophone pour frapper aux portes des établissements scolaires dans la ville de Douala, redoutant une année scolaire encore plus incertaine qui doit en principe démarrer la semaine prochaine. Ils frappent désormais aux portes des écoles du sous-système éducatif anglophone installées dans la ville de Douala. Et l'on note que les demandes d'inscription de ces enfants ont explosé. Et pour l'encadrement de ces nouveaux venus, de nouveaux aménagements ont été effectués dans ces écoles installées dans la capitale économique du Cameroun. Le constat que fait Flavien Valondongo dans ce reportage. Au cœur d'un établissement scolaire anglophone installé à Douala, le principal confirme la présence des élèves venus des régions du nord-ouest et sud-ouest. Depuis le problème des anglophones, le problème des anglophones, on a beaucoup d'élèves qui venaient de la région du nord-ouest et sud-ouest ici. On se recevoir les élèves, mais ce n'est pas partout les élèves, ce n'est pas tout le monde. À l'occasion de la rentrée scolaire à venir, le parent rencontré sur le site et par peur de représailles a accepté de donner les raisons de la mutation à visage couvert. De novembre que la crise a commencé, on pensait que d'un moment à l'autre, l'école pouvait commencer. Or, toute l'année scolaire, il n'y a pas eu école. Et cette année même, nous ne sommes pas sûrs qu'il y aura école, puisque les établissements qui tentent d'enregistrer les enfants voient leurs édifices partir en flammes. C'est pourquoi je suis venu à Douala. Ces parents qui viennent du nord-ouest pour inscrire ses enfants à Douala peinent à trouver des places. Et depuis le matin, j'ai fait le tour de peut-être 4 établissements. Tous sont pleins, la majorité venant du nord-ouest et du sud-ouest. Donc c'est une situation assez difficile. Le principal d'un des établissements scolaires relevant du sous-système anglophone a même engagé la construction de nouvelles salles de classe dans le but de réserver un encadrement de qualité aux apprenants. On a fait maintenant pour construire, pour recevoir beaucoup d'élèves. L'année dernière, on a 500, mais maintenant on a 900 plus. Ces élèves venus du nord et du sud-ouest reprennent les classes abandonnées l'année dernière à cause de la crise. Peut-être vous avez le Form 1 à Boya, peut-être à Bamenda, vous avez peut-être des classes ici. On n'a pas promis ça pour peut-être Form 2, les classes supérieures. On maintient des classes. À quelques jours de la rentrée scolaire, ce n'est pas encore l'affluence dans ces établissements relevant du sous-système anglophone. Les moins courageux venus du nord-ouest et du sud-ouest traînent encore le pas. L'affluence dont on aurait espéré en ce moment, ce n'est pas déjà ça. Donc on a eu quelques cas du nord-ouest et du sud-ouest. Ils se disent que peut-être que les cours ne vont pas débuter en septembre. À Douala, l'exode massif des élèves des régions anglophones pour les régions francophones est effectif.
dans le chaudron de cette crise anglophone, des voix des tout-petits s'élèvent pour calmer les tensions sociopolitiques et favoriser et bien sûr se prononcer en faveur d'une année scolaire plus sereine pour le compte de cette année 2017-2018. Pendant ce temps, des parents exigent de la part des pouvoirs publics des mesures plus incitatives afin de favoriser ce retour à l'école le 4 septembre prochain. Reportage Jacques Molon et Mirabel Mazo. Les tout-petits de la localité de Tombelle, dans le sud-ouest, réclament leur droit à l'éducation. La mobilisation a une allure de rentrée scolaire. Élèves et parents sont venus spontanément démontrer leur adhésion aux préparatifs liés à la reprise des cours dans cette partie du pays le 4 septembre prochain. Les tout-petits venus de différents établissements que compte l'arrondissement de Tombelle ont pris part à une marche vers la ville portant des pancartes et des banderoles. Pour les parents de ces progénitures, à qui s'adressent en partie ces doléances, l'année scolaire 2017-2018 doit être déclarée gratuite dans cette partie du pays pour compenser les pertes de l'année scolaire écoulée. Le gouvernement doit déclarer l'année scolaire 2017-2018 gratuite. Ainsi, chaque parent sera compensé des pertes de l'année antérieure. Sensibles aux doléances de leurs tout-petits, ils restent tout de même inquiets de la situation sécuritaire qui prévaut dans cette partie du pays. Nous sommes prêts à envoyer les enfants à l'école, mais les mesures de sécurité doivent être renforcées parce que les enfants ont peur et les parents aussi. Personne ne veut perdre sa progéniture. Le ministre délégué auprès du ministre des Finances, Paul Elunché, a demandé aux forces vives de cet arrondissement de protéger les enfants en leur permettant de poursuivre leurs études. Et pour booster le moral de ces apprenants, il leur a remis des fournitures scolaires. Cette volonté de retourner à l'école lors de la prochaine rentrée scolaire bute devant la persistance de la désobéissance civile, notamment à Bamenda, où ce lundi était encore journée de ville morte, notamment, vous le voyez, des espaces marchands qui sont restés fermés malgré les injonctions du délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Bamenda, lui qui avait menacé de sceller les boutiques des commerçants qui respecteraient cette journée de ville morte. Elle était effective durant cette journée de lundi à Bamenda, dans le chef-lieu de la région du Nord-Ouest, ce qui suscite des inquiétudes pour la prochaine rentrée scolaire prévue le 4 septembre prochain. Et ce casse-tête de la rentrée scolaire affecte également des parents désireux d'inscrire leurs enfants dans des lycées. Certains ont loupé la phase de recrutement des élèves au lycée de Coleton à Yaoundé et la situation se complique à une semaine de la rentrée scolaire. C'est le constat que font Joël Essengue, Emmanuel Diop et Marcelin Gansop. Au lycée bilingue de Coleton, en ce jour de rentrée administrative, le proviseur n'est pas présent à notre passage. Mais une inscription bien visible coupe le souffle aux parents en quête d'une place pour leur progéniture. Peine perdue, puisqu'on peut lire que les effectifs sont complets et qu'il ne sert à rien d'insister. Ici, l'heure est à la limitation des effectifs, tel que prescrit l'année dernière par le ministre des Enseignements secondaires. Situation quasiment similaire au lycée technique Charles Tangana. Ici, les parents sont informés par le biais d'un bref communiqué que les inscriptions sont suspendues dans l'attente de la prise de fonction du nouvel intendant. Personne pour nous en dire davantage. Quant aux parents, ils n'ont pas d'autre choix que de rebrousser chemin. La déception est si forte que personne n'accepte de se confier à notre micro, et ce, malgré notre insistance. En ce jour de rentrée des personnels administratifs, seul un établissement privé nous a ouvert grandement ses portes. Il s'agit du collège Charles-Thérèse Bacop. Ici, les inscriptions sont plutôt timides à une semaine de la rentrée scolaire. La rentrée administrative a eu effectivement lieu. On a essayé de nous réorganiser dans l'administration pour voir comment accueillir les parents et comment stabiliser les emplois de temps. Les inscriptions continuent effectivement parce que apparemment
il y a un problème au niveau des poches des parents, c'est ce que nous constatons. Mais de plus en plus, ça arrive incessamment. Et nous sommes convaincus que d'ici, avant le 4, on aura fait le plein. Signalons que les inscriptions ont commencé pour ce qui est des établissements publics depuis le lundi 21 août 2017. Elles sont encadrées par une mise en garde du ministre des Enseignements secondaires contre le monnayage des places, comme c'est très souvent le cas en cette période. La tentation est grande entre les parents en quête justement d'une place pour leurs enfants et les chefs d'établissement dont on dit que c'est la période de vache grasse. L'épée de Damoclès de Jean-Ernest Masséna-Galais Bibé pèse au-dessus des têtes de potentiels contrevenants. Dans le reste de l'actualité, les autorités peinent à éradiquer les réseaux de contrebande du carburant frelaté. On note que près de 32 000 litres de ce carburant ont été saisis sur l'axe Bamenda-Manfé il y a quelques jours. Reportage Stellambo et Julienne Berthe-Bissaille. Garé et prêt à partir, ce véhicule qui servait au trafic du carburant à Bamenda, dans la région du Nord-Ouest, a été intercepté par les forces de maintien de l'ordre sur l'axe Bamenda-Manfé. Dans plusieurs localités de la région du Nord-Ouest, des jeunes ont choisi comme activité la vente de ce carburant issu de la contrebande. Ils se ravitaillent auprès des trafiquants provenant des pays voisins. Cette activité illicite expose régulièrement les populations aux incendies. L'opération Coup de poing, qui a conduit à la saisie de plusieurs litres de carburant, a été initiée par Adolphe Lélé-Lafrique, gouverneur de la région du Nord-Ouest. Il s'agit d'un business, d'un commerce frauduleux, conformément aux instructions du gouvernement. La commission régionale est sur le terrain, après avoir épuisé la phase de sensibilisation. L'action vise à protéger notre espace économique et je voudrais féliciter les équipes déployées sur le terrain pour mener cette opération, mais également la collaboration des populations et forces vives pour protéger notre espace économique face à la montée de ce trafic illégal. À Bamenda, le carburant est vendu dans des bidons le long des trottoirs. Vous avez vous-même évalué les quantités saisies en moins d'une semaine, un peu plus de 32 000 litres, qui valent un peu plus de 21 millions. Il est clair que ces produits conformément à la loi doivent être testés d'abord pour en vérifier la qualité et puis conformément à la loi vendus aux enchères aux opérateurs agréés si le produit est conforme. Bien évidemment, le produit devant être reversé dans les caisses de l'État. Les automobilistes et les conducteurs de mototaxi y allaient pour se ravitailler sans crainte jusqu'à cette opération. Parlons à présent de ces cacaoculteurs de la laitier. Ils affichent leur détermination à améliorer la qualité de la production lors des prochains mois. Malgré la baisse des prix sur le marché international, le gouvernement et le conseil de l'interprofession se montrent rassurants sur les mesures mises en œuvre pour une transformation progressive des fèves de cacao en produits finis en vue de pouvoir intégrer les chaînes de valeur mondiales. Reportage Joël Essengue et Marcelin Gansop. C'était une réunion de sensibilisation, mais elle s'est vite transformée en une causerie entre un père, le ministre du Commerce, et ses fils, constitués des producteurs de cacao du département de la Léquier. Un jeu qui valait bien la chandelle, par ces temps où les cacaoculteurs seraient tentés par le découragement, en raison de la crise passagère qui secoue leur filière. Luc Magloire Bargatangana était porteur d'un message d'espoir. Parce qu'il faut pouvoir tirer les leçons d'une circonstance comme celle-là. C'est que nous devons sortir de la production d'un cacao générique au profit d'un cacao
haut de gamme qui, lui, trouve des preneurs, notamment auprès des artisans chocolatiers qui produisent des chocolats gourmets. Nous devons réapprendre à fermenter correctement notre cacao, à le sécher correctement de manière à sortir un produit exempt de tout défaut. C'est le sens aussi des centres d'excellence que nous avons été visités dans le département d'Union et Kélé. Une assurance également portée par le Conseil interprofessionnel du cacao et du café, dont l'accompagnement constant ne demeure pas moins une source de motivation au moment où la filière cacao bat un peu de l'aile. C'est que face à la crise, il faut d'abord s'unir. Il faut travailler en groupe au sein des coopératives et de tout faire pour minimiser la perte due à la baisse du marché international. Pour diminuer cette baisse, nous attirons leur attention qu'il faut miser sur la qualité. Parce que quand la qualité est bonne, vous pouvez vendre plus cher. À travers des échanges enrichissants et constructifs, les producteurs ont pris l'engagement de maintenir le cap et même d'aller au-delà. Mais dans le grand bassin de production que constitue la laitier, un phénomène perdure. Il s'agit du corsage. Toute la chaîne, j'allais dire, est infestée, pour ne pas dire infectée par le coxage. Les exportateurs encouragent le coxage. Les producteurs eux-mêmes encouragent le coxage. Les encadreurs sont assez, j'allais dire, laxistes pour condamner le coxage. Il faut sortir de l'économie de traite. Vous voyez, si nous transformons à monnaie le plus tôt, nous allons déjà gagner le transport sur Douala. Pourquoi les autres ont des vins par terroir? Nous pourrons avoir aussi des chocolats par terroir. Le chocolat de monnaie, le chocolat de Ntuy, le chocolat des États. Heureusement, tout n'est pas que noir. Quelques bons points sont à mettre à l'actif des producteurs qui s'inscrivent de plus en plus à l'école des bonnes pratiques, même si le CICC entend maintenir la veille. Vous avez suivi tout à l'heure concernant le cacao bio. Il se laisse aller parce qu'il y a des imposteurs qui amènent des pastilles en leur disant mettez ces pastilles dans vos plantations, vous allez obtenir des produits bio et un Chinois passera payer ce produit à 2000 francs le kilo. Lequel Chinois? Quand il se laisse aller, nous allons revenir, faire plusieurs tours s'il le faut, convaincre le producteur de ne pas se laisser aller vers n'importe quel imposteur. La prochaine campagne cacaoyère permettra de voir si les fruits ont effectivement tenu la promesse des fleurs dans la laitier, comme dans les autres grands bassins de production du cacao. Au lendemain de l'arrestation de l'activiste anti-franc CFA, Kémy Séba, pour destruction d'un billet de banque, l'on note que plusieurs Africains ont tenu à lui exprimer leur soutien en effectuant la même défiance des autorités monétaires. Sur les réseaux sociaux, ils ont publié des photos où ils détruisent des billets de banque, notamment des billets de francs CFA, des gestes qui les exposent à des poursuites judiciaires. Dani Warenzede et Ket Diarra. Vous savez, au XXIe siècle, normalement, chaque peuple a le droit de posséder sa propre monnaie. Au XXIe siècle, chaque peuple a le droit de décider normalement de son propre avenir politique. L'arrestation de l'activiste français d'origine béninoise, Kémy Séba, à qui il est reproché d'avoir brûlé un billet de banque, soit 5 000 francs CFA, a provoqué une vague de réactions de par le monde. À titre de contestation à cette arrestation, de nombreux internautes ont posté des photos et vidéos d'eux en train de reproduire le geste. Un acte qualifié de provocateur par les observateurs, mais qui, du point de vue des protestataires, représente leur soutien vis-à-vis de l'activiste incarcéré. Alors que conformément à la législation sénégalaise, Kémy Séba encourt une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 2 ans, au Cameroun il en est tout autre. La loi est claire. Si quelque chose est puni, c'est doit d'abord interdit par la loi. Il n'y a pas aucune loi qui expressément interdit de destruction de monnaie. Même ce que c'est interdit, ça n'existe pas dans le code pénal du Cameroun. Selon les juristes, il existe effectivement dans le code pénal un article entourant la destruction des biens. Article 316 dit que vous êtes puni pour destruction quand vous détruisez les biens qui appartiennent à une autre, ou partiellement à une autre. Quand vous détruisez quelque chose qui appartient à vous, ce n'est pas aucune infraction. Mais au sujet de la destruction des billets de banque, rien. On parle de vide juridique. Il y a un vide juridique sur ça. Sauf
contre la contrefaçon. Ce geste, plutôt que d'être qualifié d'affront, devrait être jugé différemment. D'abord, il détruit parce que quoi? Il voulait contester contre la colonisation du français. Parce qu'il n'a pas aucune indépendance sans indépendance économique. C'est son droit. Il a le droit d'exprimer. Elle a exprimé à sa façon. La vague de publications observée sur les réseaux sociaux ne devrait donc provoquer aucune arrestation sur le plan national, où de nombreuses personnes, à l'instar d'André Blaise et Sama, ont été filmées alors qu'elles détruisaient un billet de banque. Le flux des immigrés africains a provoqué une crise humanitaire sans précédent sur les côtes africaines, mais aussi européennes, au regard de la montée du terrorisme et des difficultés économiques sur le vieux continent. Le président français Emmanuel Macron a invité certains chefs d'État africains pour se pencher sur cette problématique. Idriss Déby Itno du Tchad, Mahamadou Issoufou du Niger, également des hauts responsables libyens convoqués à ce mini-sommet sur la crise migratoire, notamment en Libye. Cependant, l'on constate que le président Denis Sassou Nguesso, qui est le représentant de l'Union africaine en charge du comité de gestion de la crise libyenne, n'a pas été convié à ce sommet. Des précisions avec Donald Anouzwa et Carlos Minoué. Les dirigeants de 7 pays africains et européens présents ce 28 août à Paris pour un mini-sommet sur la crise migratoire sont venus faire le point et harmoniser les positions sur ces dossiers souvent source de tension. Le président français Emmanuel Macron, dans sa posture d'organisateur, en dehors de ses pairs européens, a aussi convié à ces mini-sommets ses homologues tchadiens et nigériens, Idriss Déby Itno et Mahamadou Issoufou, ainsi que le chef du gouvernement d'Union nationale libyen, Fayez al-Sarraj, dont les pays sont au cœur du transit des migrants d'Afrique et du Moyen-Orient vers les côtes européennes. Cette rencontre, qui vise à réaffirmer le soutien de l'Europe au Tchad, au Niger et à la Libye pour le contrôle de la gestion maîtrisée des flux migratoire, n'intègre pas le comité de haut niveau de l'Union africaine pour la Libye, présidé par le chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso. La mise à l'écart du médiateur de l'Union africaine sur la crise libyenne pourrait s'apparenter à la désapprobation à peine voilée de l'Union européenne au sujet du récent scrutin présidentiel gagné haut la main au Congo par Denis Sassou Nguesso. Pour bon nombre d'observateurs, le mini-sommet de Paris ne saurait régler le problème de l'immigration clandestine en occultant la résolution de la crise libyenne, la lutte contre le fondamentalisme religieux en Afrique, l'implémentation d'une démocratie de qualité et la lutte contre la pauvreté. La rencontre de Paris intervient après une multiplication d'initiatives européennes. En ce qui concerne le président du pays organisateur, Emmanuel Macron avait ainsi annoncé en juillet la création des Ostposts, une sorte de centre d'enregistrement des migrants en Libye. L'initiative a été vite abandonnée par la présidence française en raison des questions de sécurité. Quelle est l'ambiance qui règne à la Fédération camerounaise de football 5 jours après la décision de la FIFA, laquelle annonce un nouveau comité de normalisation au sein de la Fédération camerounaise de football. Jusqu'ici, seuls les employés continuent de vaquer à leurs occupations. Le bureau de Tombi Aroko reste fermé. Le comité exécutif déchu et lui n'ont plus accès au siège de la Fédération. L'on attend le comité de normalisation dans une atmosphère quelque peu tendue à la FECAFOOT. Joël Essenge et Ike Cyril. Comment se porte la Fédération camerounaise de football quelques jours après la décision de la FIFA de nommer un nouveau comité de normalisation au sein de la FECAFOOT? Les employés sont-ils toujours aussi assidus? Le service se poursuit-il? Un petit tour à l'intérieur du siège de Tinga permettra de capter l'ambiance ici. Premier arrêt, le cabinet du président de la FECAFOOT. La porte est hermétiquement fermée. Pas de travail ici. Tombi Aroko Sidiki est le premier touché par la décision de la FIFA. Ensuite, le département des compétitions. Ici, il y a activité. Les employés sont en place. Ils reçoivent des usagers venus solliciter un service. La fédération fonctionne sans problème. Oui, il faut même renvoyer le truc des centres de formation. Mais la grande actualité au département des compétitions de la FECAFOOT, c'est la préparation de la double confrontation Cameroun-Nigeria. Vous voyez tous les documents, là, je suis
On a une réunion tout à l'heure et puis ça va aller. On est en train de travailler, tout le monde est à son poste de travail. Donc je ne fais aucun commentaire, nous on est en train de travailler. Au service du courrier, l'on range les documents dans le parapheur et l'on reçoit également des usagers. L'ambiance est la même au département juridique et au département de la communication, où chaque employé a les yeux rivés devant sa machine. La situation est contrôlée, il n'y a pas d'inquiétude à ce fait. Les employés, vous avez fait le tour des bureaux, les employés sont là, chacun à sa tâche, ils sont en train de travailler. Nous attendons l'arrivée de la FIFA pour voir la mise sur pied du comité de normalisation. Autre arrêt dans ce mini-tour, le service arbitrage et sécurité. Ici comme ailleurs, l'ambiance est au travail. Au final, seul le cabinet du président est fermé. Les employés de la FECAFOOT affirment n'avoir pas été démobilisés malgré la décision de la FIFA de créer un nouveau comité de normalisation à la Fédération camerounaise de football. Il n'y a eu aucune démobilisation, aucune, puisque le personnel était resté concentré. Pour l'instant, ça concerne des élus dont les membres du comité exécutif de la Fédération camerounaise de football. Nous n'avons pas d'inquiétude à nous faire. C'est donc la continuité du service à la Fédération camerounaise de football, mis à part les membres du comité exécutif emportés par la décision de la FIFA de nommer un nouveau comité de normalisation. Les employés de la maison continuent de vaquer à leurs occupations, même si on peut lire sur les visages une certaine anxiété. Depuis le siège de la FECAFOOT à Tchinga, Joël Essengue, Aïk Cyril, Equinox Télévision. Et toujours dans ce chapitre consacré au football, les Lions indomptables ont repris du service ce lundi dans la perspective de 2 matchs décisifs à jouer contre les Super Eagles du Nigeria, mais aussi qui comptent pour les éliminatoires de la Coupe du Monde de Russie 2018. Sur les 23 joueurs convoqués à Yaoundé par l'entraîneur Hugo Bros, 10 seulement ont répondu présents ce premier jour d'entraînement au stade militaire. Il s'agit du capitaine Mukanjo, de Fabrice Olinga, Georges Mandiek, Jean-Charles Castelletto, Franz Pangop, Christian Bassogok, Adolphe Teke, Jules Ngonda, Arnaud Ndjoum et Georges Bakoun. Le gros de la troupe est attendu cette nuit. Les Lions indomptables vont s'entraîner à Yaoundé jusqu'à mercredi. Les champions d'Afrique sont attendus au Nigeria jeudi prochain, soit 24 heures avant le premier match contre le Nigeria. La seconde rencontre aura lieu le lundi 4 septembre 2015-2017 à Yaoundé. Et concernant cette rencontre, cette double confrontation face aux Super Eagles du Nigeria, cette actualité sera à l'ordre du jour de 100% foot à suivre juste après ce journal. Et le présentateur Étienne Pascal Azégué reçoit Eugène Ekeke, ancienne gloire du football camerounais. Il sera l'un des invités pour décrypter cette actualité, mais aussi la crise dans le football camerounais. Un public reportage dans ce journal. La papeterie Nono vient de célébrer la 10e année de l'excellence scolaire, une édition au cours de laquelle des élèves les plus méritants ont été récompensés en recevant des fournitures scolaires, mais aussi des enveloppes pour leur permettre d'assurer leur année scolaire 2017-2018. Reportage. Cela fait 10 ans que la papeterie Nono récompense les meilleurs élèves du Cameroun. L'édition 2017 de l'excellence scolaire a été tout aussi réussie que les précédentes, avec des moments pleins d'émotion. L'un des plus forts, celui où est célébré Mandela Yvonne Sébastien Tchofo, qui a obtenu la mention très bien au baccalauréat C. Le lauréat a reçu plusieurs prix, dont un ordinateur portable, une enveloppe et des fournitures diverses. Désormais étudiant, Mandela Yvonne Sébastien Tchofo livre son secret aux élèves qui souhaitent avoir autant de succès. Il faut d'abord qu'ils croient en eux, qu'ils croient que c'est possible. Peu importe votre établissement, peu importe votre village, votre localité, un désir profond qui doit venir de vous. Déjà de l'autre côté, ce brillant élève a passé le flambeau à Kenyemba Estelle, qui a été reçu à l'examen du probatoire C, avec mention très bien. Je sais que c'est une lourde responsabilité et j'ai déjà Papa Nono qui m'a encouragé, j'ai déjà mes parents, j'ai déjà mon encadreur, j'ai déjà plusieurs personnes qui m'ont salué, qui ont applaudi pour moi. Je sais que c'est une lourde charge. Déjà dès le début, je m'y mettrai
parce que ce n'est pas la fin qu'on cherche les efforts. Pour cette 10e édition de l'excellence scolaire, la papeterie Nono a introduit dans les rubriques à primer la catégorie des lauréats d'or, avec notamment le prix Schneider qui récompense un meilleur élève en classe scientifique. Et c'est Michel Sepkap-Simeux, admis au baccalauréat C, avec mention très bien, qui a enlevé le prix. J'aime particulièrement les mathématiques et la physique. Depuis que je suis en 6e, en fait, quand on a commencé à faire maths et quand je suis arrivé en seconde avec la physique, ça m'intéresse beaucoup. Et j'aimerais bien continuer dans les matières scientifiques. Je suis vraiment contente parce que, en fait, après tous les efforts que j'ai fournis, je dis que tout ça, ça a payé. Les plus petits n'ont pas été oubliés par la papeterie Nono. Élève en classe de cours préparatoire, la petite Yael Noélie Mekwabout, avec 19,20 de moyenne, a bien mérité son sac à dos, rempli de fournitures scolaires, et son enveloppe. Je suis contente d'avoir reçu ce prix. Je dis merci à Papi Nono. Je promets de toujours bien travailler à l'école. L'initiative de la papeterie Nono, qui encourage les élèves à bien travailler à l'école, est saluée par les parents. C'est une très belle initiative de la papeterie Nono. Je dois dire que c'est une première fois pour moi. J'entendais souvent le concept, mais là j'ai décidé que cette année je devais faire concourir les enfants. C'est une manifestation qui suscite vraiment beaucoup d'engouement. La papeterie Nono, qui croit à un avenir meilleur, n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Consacrer 10 années de sa vie pour une cause, pour l'excellence, franchement, je remercie Dieu pour m'avoir permis de donner le courage et l'énergie nécessaires pour pouvoir tenir le coup durant les 10 dernières années. Tout commence en 2008. L'objectif était d'ouvrir les yeux des jeunes aux prodiges de la connaissance, faire d'eux des virtuoses afin qu'ils deviennent demain des véritables légendes. Aujourd'hui, s'il fallait faire le bilan, je dirais que le bilan est nettement positif. Parce que nous avons à notre article déjà primé près de 1000 lauréats, parmi lesquels près de 200 bacheliers qui occupent les grandes universités du monde. Pour participer à l'excellence scolaire de la papeterie Nono, il suffit à la fin de l'année de déposer les bulletins de notes avec une moyenne supérieure ou égale à 12 sur 20 dans tous les agents de cette librairie, ainsi que les contacts. Rendez-vous en 2018 pour la 11e édition. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne soirée sur Equinox Télévision.